Dans la première partie de ce diptyque intitulé Le goût du Japon, je vais vous dévoiler certains éléments ayant déclenché mon attrait pour le pays du soleil levant à travers 3 clichés, à savoir un manga, un art martial et une série de jeux vidéo. Pour cette seconde partie, je vais donc aborder le médium à l'origine de la passion du Japon pour de très nombreuses personnes, moi y compris, je parle bien évidemment des animés. Mais avant ça, il faut déjà trancher quant à l'utilisation du terme animé, car il y a souvent débat quant à sa prononciation, à savoir est-ce qu'il faut dire anime ou animé. Alors, les japonais disent animé, vu que c'est le diminutif de animation, retranscription du terme anglais animation, donc je le prononcerai à la japonaise car c'est ce qui me paraît le plus logique. À l'heure de tourner cette vidéo, la culture des animés est l'une des plus importantes et populaires au monde. Les vidéos sur le sujet sont donc légion, mais je me suis quand même creusé la tête pour que cet épisode soit un minimum original et intéressant. Je ne vais donc pas aborder les animés les plus connus de chaque génération, préférant essayer de vous faire découvrir de nouvelles choses au travers de 3 éléments distincts, à savoir, quand même au moins un animé proprement dit, mais vient ensuite l'originalité, car je vous parlerai aussi d'une collection d'animés et enfin d'un réalisateur de films d'animation. Attaquons notre liste avec le premier titre dont j'aimerais vous parler aujourd'hui et qui mériterait d'être beaucoup plus connu, Karasu. En japonais, Karasu signifie corbeau. Cet animé raconte l'histoire de Otoha Yosuke, un ex-yakuza devenu le protecteur spirituel de la ville de Shinjuku après sa mort. Il s'agit donc d'une série fantastique où le monde des yokai, soit le monde des esprits, côtoie celui des humains. Le Karasu est un être à part, sorte de gardien guerrier ayant la capacité de naviguer entre les deux mondes. Si j'ai choisi de vous parler de cet animé, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il présentait à sa sortie en 2005 de nombreuses innovations visuelles mélangeant animation 2D et 3D. C'est donc l'un des premiers exemples de l'évolution même du médium de l'animé, bénéficiant encore aujourd'hui d'une animation assez exceptionnelle et inégalée. Mais il s'agit surtout d'une œuvre originale et non pas de l'adaptation d'un manga, ce qui veut dire que c'est une histoire que vous ne pourrez découvrir que en animé. De plus, c'est un des rares animés que je connaisse abordant de façon très directe la fameuse notion du Japon entre tradition et modernité, ou plutôt de la perte d'intérêt d'une partie de la population japonaise pour son folklore. En effet, Karasu nous présente une histoire où les Tokyoïtes se sont progressivement déconnectés de leur tradition jusqu'à ne plus percevoir le monde spirituel. Certains yokai en profitent alors pour abuser de leur pouvoir dans le monde des humains. Intervient alors le Karasu, dont la mission consiste à protéger et préserver l'équilibre entre les deux mondes. À cela s'ajoute une lutte acharnée entre Otoha et Eko, le Karasu l'ayant précédé et s'étant détourné de sa fonction de protecteur de la ville. Déçu par le comportement des humains, celui-ci souhaite désormais purement et simplement les éradiquer afin de construire une nouvelle société sans eux. Il y a donc un propos assez lourd de sens et profondément ancré dans la culture japonaise, que cela soit dans son cadre urbain ou dans ses thématiques. Mais ne vous y trompez pas, si l'animé est relativement chargé dans sa symbolique, il vaut surtout le détour pour son animation époustouflante car il s'agit avant tout d'un animé d'aventure. Karasu est visuellement unique, autant pour la qualité de son animation que pour sa mise en scène, reprenant les codes esthétiques de nombreux éléments de la culture populaire japonaise. Par exemple, afin de se transformer en Karasu, Otoha utilise un médaillon à l'image des Super Sentai, connus en Occident sous l'appellation des Power Rangers. Le Karasu possède également de nombreux pouvoirs de transformation pouvant se métamorphoser en toutes sortes de véhicules selon ses besoins. Enfin, sans trop vous en dévoiler, la fin de la série fait clairement référence au Kaiju Eiga, soit les films de monstres gigantesques à l'image de Godzilla. D'autre part, comme j'ai pu l'énoncer plus tôt, la tradition japonaise est également très présente, notamment via les yokai, mais aussi dans l'arme de prédilection du Karasu, puisqu'il s'agit tout simplement d'un katana, symbole des guerriers nippons d'antan. Dans la première partie, c'était hyper intéressant parce que tu vois, il y avait Liam qui nous expliquait pourquoi il était venu au Japon en tant que métis. Comment tu te positionnes toi par rapport à ça, Lena? Le fait de vouloir habiter au Japon, ça a toujours été présent. En tant qu'asiatique en Europe, c'est limité, tu vois. Je trouve qu'en termes de bagage culturel, j'arrive à le faire plus valoriser ici, d'être moitié-moitié, d'avoir grandi en Belgique. Et pas que professionnellement parlant, même en tant que personne. Toi du coup c'est encore plus particulier Nao, parce que t'es né et t'as grandi en Belgique, mais tes 2 parents sont japonais. そうだな、日本人だから日本の生活も知りたいっていうのが一番あって、まあ親がやっぱ日本人だし、親が日本で生まれ育ったから、親がどういう環境で育ったのかなっていうのがただちょっとした好奇心で、まあ、それがずっと中学生の頃からあって、中学生の頃はまあアニメとかそういうドラマとか見て、なんか日本の学生制服着て学校行ってとかすげえ憧れてて、なんかそこから日本行きたい日本行きたいと思ってたんだけど、日本が高いから学費とか。ちょっとそこは難しいねみたいな話、まあ、現実的な話になって、まあ、でも大学を卒業してから行った方が日本で働くから自分でお金を稼いでなんか新しいスタートで日本に来たみたいな感じ。
Ok, et du coup cet épisode il est plus sur les animés. Du coup c'est quoi vous votre perception par rapport à ça au Japon? Moi, c'est hyper omniprésent, enfin c'est partout quoi, quand même. Non, je sais pas. Après moi je regardais beaucoup quand j'étais petite, et là personnellement je regarde pas trop. Mais oui, c'est hyper présent dans la culture japonaise, et à tout âge. Moi, les gens que je connais, leur papy regarde One Piece quoi, et ils sont fans. まあアニメは日本の一つの文化であってビジネスでもあるからアイドルとかアニメとかあるじゃん、まあ、それになんかお金払ってるおじさんとかもいるから、まあそうそうそう。 Et un animé qui vous a marqué? Oula. 難しい。 Moi c'est vraiment Ghibli. まあそれってアニメ？アニメーション。アニメーション。Ok. ですよ。 Ghibli はすごいな。 Pour la deuxième partie de cette vidéo, je voudrais donc vous parler non pas d'un unique animé mais d'une collection, à savoir la collection de l'éditeur Mangamania. Préparez-vous à vivre l'expérience manga. Cette collection de 55 titres a été commercialisée sous forme de VHS puis de DVD dans les années 90 et 2000, à une époque où les animés n'étaient accessibles qu'à la télévision. Les éditeurs ont donc eu le courage de proposer une véritable alternative à une époque où les animés et mangas étaient considérés par le grand public comme une sous-culture marginale et violente. Cette collection a donc permis aux fans de la première heure de se forger une culture animée beaucoup plus poussée et diversifiée. Personnellement, j'étais un peu trop jeune que pour en faire la collection, c'est donc un ami de mes parents qui me prêtait ses VHS et DVD, et on y trouvait les œuvres majeures du genre comme Akira ou Ghost in the Shell, mais aussi d'autres animés aujourd'hui considérés comme cultes comme Ninja Scroll ou Evangelion, et même le tout premier film de Miyazaki Hayao avant qu'il ne fonde le studio Ghibli. En soi, il s'agissait du point de départ idéal si l'on souhaitait se forger une culture animée plus initiée. Et cette qualité reste entièrement valable aujourd'hui. La collection Mangamania vous donnera autant accès aux classiques du genre qu'à des séries plus confidentielles, comme par exemple l'anime Gaiba qui m'a particulièrement marqué lorsque j'étais enfant. C'est également le témoin de l'âge d'or de l'animation japonaise, ayant atteint son apogée graphique dans les années 90 avant la démocratisation de l'animation numérique. Alors, cette opinion est évidemment sujet à débat, mais de nombreux amateurs du genre s'accordent tout de même sur le fait que les années 90 représentent un certain pinacle de l'animation japonaise, autant d'un point de vue graphique que thématique. Personnellement, j'avoue que les animés modernes me plaisent beaucoup moins d'un point de vue graphique, les traits et couleurs numériques donnant un aspect plus rigide et plastifié à l'animation. Selon moi, les dessins de l'époque, puisque tracés et mis en couleur à la main, ont beaucoup plus de texture et semblent donc beaucoup plus vivants, ce qui est un point non négligeable puisqu'ils sont censés représenter une forme de réalité. Mais je comprends que tout le monde ne partage pas cet avis, du coup n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Et comme nous parlons de qualité de dessin et d'animation, c'est une transition toute trouvée pour aborder la dernière partie de cette vidéo, à savoir l'œuvre de Kon Satoshi. Si vous êtes passionné d'animation japonaise, nul doute que vous la connaissez déjà, mais si ce n'est pas le cas, jetez-vous sans attendre sur ces films puisqu'il s'agit incontestablement d'un des plus grands génies de l'animation japonaise. Kon Satoshi était d'abord un mangaka ayant appris auprès des meilleurs, puisqu'il était l'un des assistants de Otomo Katsuhiro, le créateur de Akira. C'est aussi grâce à ce dernier qu'il est passé à l'animation, assurant la direction artistique de l'anime Rojin Zetto, écrit et planifié par Otomo. Il a ensuite fait un passage éclair dans les studios Gainax, à l'origine de la série Evangelion, avant de se voir confier sa première réalisation sur l'adaptation animée de JoJo's Bizarre Adventure par Oshii Mamoru, le réalisateur de Ghost in the Shell. Donc en termes de fréquentation, le mec se pose là. Genre dans son cercle d'amis, il manque juste Michael Jordan, Son Goku et Dieu. Kon Satoshi se fera immédiatement remarquer par Maruyama Masao, cofondateur de Madhouse, l'un des studios les plus importants du Japon, à l'origine du classique Ninja Scroll déjà cité auparavant, et plus récemment de la première saison de One Punch Man ayant marqué les années 2010. Et c'est au sein de ce studio qu'il réalise son premier film en 1997, Perfect Blue. Alors Perfect Blue est un thriller prenant place dans le milieu des idols. Ce premier film est assez différent des suivants puisqu'il s'agit du seul qui n'a pas écrit ou coécrit lui-même étant l'adaptation d'un roman. Mais avec cette première réalisation, il se réapproprie complètement l'œuvre originale en y introduisant la thématique de la réalité subjective qui deviendra le véritable fer de lance de tous ses films suivants. En effet, Kon Satoshi travaille en permanence sur l'inconscient et l'illusion, sur la frontière entre réel et irréel, rêve et éveil, vérité et faux semblant, bref sur les apparences et la perception de notre monde. Cette thématique est traitée autant au sein des histoires que dans leur mise en scène, avec de nombreux effets de transition absolument uniques que vous ne verrez tout simplement dans aucun autre animé. L'apothéose de ce travail a été atteinte dans Paprika, son dernier film sorti en 2006, où des scientifiques ont inventé une machine permettant de s'introduire dans les rêves d'autres personnes. Mais personnellement, mon film préféré reste Sennin Joyu, Millennium Actress en français, où l'on traverse l'histoire du Japon et de son cinéma au travers des souvenirs d'une actrice à la recherche de son amour d'enfance.
Les films de Kon Satoshi sont absolument bouleversants et je suis prêt à parier que lorsque vous les aurez vus, il fera tout simplement partie de vos réalisateurs d'animés préférés, au même titre qu'un Miyazaki ou qu'un Shinkai Makoto. Ce qui est aussi très intéressant, même si un petit peu triste, c'est que l'on peut déjà analyser son œuvre dans son entièreté, Kon Satoshi étant malheureusement décédé en 2010 à seulement 50 ans. Il n'a donc réalisé que 4 films, mais aussi une série et un mini court-métrage intitulé Ohayo, soit bonjour en japonais, que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. En attendant, n'hésitez pas à nous dire en commentaire les animés qui vous ont donné le goût du Japon, et j'espère très sincèrement vous avoir donné l'envie de découvrir aujourd'hui au moins un nouveau titre. Soleja! Et on fait quand même un gros bisou à Mana et Julika, les grandes sœurs. Hey.